Bonjour à tous et bienvenue sur Fait Main, le podcast qui vous fait rencontrer les entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie Sénat, fan de loisirs créatifs, et je vous accueille avec grand plaisir dans ce 19e épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de papoter avec Mélanie Jean, qui est éditrice de livres de loisirs créatifs chez Mango Éditions. Si vous êtes une fidèle du podcast, vous savez que la publication d'un livre de loisirs créatifs, c'est un peu pour moi un Graal, tant j'aime les livres. La question de l'envie de publication d'un livre de do-it-yourself, c'est d'ailleurs une de mes questions fétiches que je pose à chaque invité. Donc évidemment, je l'ai assaillie de questions, la pauvre. Et notamment, je lui ai posé la question de savoir comment on pouvait se faire repérer par une maison d'édition et comment se faire publier. Mélanie nous donne tous ses conseils. On a également parlé de son parcours et de son travail au sein de Mango Éditions. Mélanie nous a expliqué en quoi publier des livres était un acte engagé, notamment au travers de choix féministes faits dans les livres qu'elle édite. Elle a partagé également ce qui l'anime en tant qu'éditrice et c'était super intéressant. Allez, c'est parti pour la conversation avec Mélanie de Mango Éditions. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Alors, vous entendez pas en double, c'est pas un écho. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mélanie Jean, qui est éditrice en loisirs créatifs, en livres de loisirs créatifs, pardon. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus précisément, s'il te plaît, Mélanie ? Oula, c'est vaste comme question. Donc, je suis éditrice chez Mango. J'ai 28 ans. J'habite à Paris. C'est rien de très original pour les gens qui bossent dans l'édition. Voilà, je suis chez Mango depuis 4 ans et demi. Donc, déjà un catalogue de loisirs créatifs. Tu es spécialisée dans un univers en particulier. J'ai l'impression que tu fais beaucoup sur la couture. Alors, en fait, moi, je gère tout le catalogue qu'on appelle fil chez nous. C'est-à-dire que ça regroupe couture, tricot, broderie, point de croix, crochet. Et en fait, on co-gère le catalogue de loisirs créatifs avec une collègue qui s'appelle Hélène et qui gère aussi le Beaux-Arts. D'accord. À côté de ça, je travaille aussi sur la partie achat de droits étrangers. Donc, en fait, ça consiste à rencontrer tous les co-éditeurs étrangers pour voir quel livre on va traduire. En fait, on fait principalement des traductions sur le loisir créatif. L'idée, c'était que je puisse être en contact direct avec eux. Mais je travaille sur les achats pour toute la marque. Donc, c'est aussi... Mango, c'est une maison d'édition qui fait aussi du bien-être, de la cuisine. Je vais sans doute en oublier des jeux, de la jeunesse. Enfin, c'est assez large. Et du coup, pour la partie achat, je gère sur plusieurs catalogues, bien sûr en concertation avec les autres éditrices, c'est-à-dire que moi je gère les relations plutôt avec les co-éditeurs et on discute des titres ensemble. Et je travaille sur des développements aussi actuellement sur d'autres catalogues, mais c'est secret pour l'instant. Donc, rendez-vous en 2021. Voilà. Ah oui. Alors effectivement, c'est long, c'est ce qu'on disait juste avant de lancer l'enregistrement. C'est un peu l'inconvénient, entre guillemets, de l'édition papier, c'est que les projets sont assez longs. L'inconvénient, je dirais pas. C'est un rythme particulier, une temporalité différente que moi j'apprécie bien, dans le sens où ça nous laisse aussi le temps de la réflexion, le temps de travailler sur des projets. Et c'est une approche qui est très intéressante parce que quand on voit un sujet qui peut être tendance, par exemple, sur lequel on se dit, bon, est-ce qu'on travaille dessus? Est-ce qu'on va lancer un projet sur le sujet? En fait, on doit aussi se projeter et se demander si cette tendance, elle va pas durer uniquement 2 mois, mais si elle sera encore présente dans un an. Donc, ça permet aussi d'essayer de prendre du recul sur les tendances, sur les situations. Ça demande des capacités un peu d'anticipation. Donc moi, c'est un travail qui m'amuse beaucoup, cette temporalité un petit peu différente, de se projeter vraiment sur le long terme. D'accord, ok. Et alors, Mango, ça fait partie de Fleurus Press, c'est ça ? Alors, non, pas Fleurus Press. Alors, bienvenue dans le monde de l'édition et des regroupements. C'est ton adresse email qui m'a mis qui m'a induit en erreur, alors c'est ça ? Exactement. En fait, déjà, dans un premier temps, il y a Fleurus Press et Fleurus Édition,
qui font pas du tout D'accord. partie de la même entreprise en fait. Et Ah, le piège. Et en fait, Mango fait partie de Fleurus Édition, qui elle-même fait partie de Média Participation, qui est en fait le quatrième, si je dis pas de bêtises, groupe français d'édition, où il y a des éditeurs comme Dargaud, Dupuis, Le Lombard pour la BD, mais il y a aussi La Martinière, Le Seuil. C'est d'accord. assez large, donc voilà. Sur beaucoup de sujets différents, du pratique, de la littérature, Ouais, de la bande dessinée, et même d'accord. des entreprises d'édition. Enfin, c'est assez large. Et chez Mango Édition, vous êtes combien à peu près? Alors en fait, on est 7 éditrices, donc on a D'accord. chacune nos spécialités, Ok. et on a 2 directrices artistiques qui, elles, travaillent sur un peu tous les catalogues, et on a une directrice éditoriale, D'accord, voilà. ok. Donc c'est une quinzaine de personnes. Du coup, 7 plus 2 plus une dizaine. Ouais, un petit peu moins. 10 D'accord, personnes. 10 personnes si on s'arrête à Tatiana. d'accord. Donc oui, c'est des équipes assez restreintes. Vu de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est des grosses équipes, plein de monde, non? Bah, en fait, c'est beaucoup de personnes, c'est-à-dire que nous, on gère en interne. Mais après, on est en relation avec beaucoup de freelance aussi. On Mhm. travaille beaucoup avec des personnes en extérieur. Et en fait, comme on travaille avec énormément d'auteurs, de photographes, de maquettistes, d'illustrateurs, Mhm. on a beau être 10, on est en contact avec énormément de personnes, de personnalités et de talents différents. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans mon métier. D'accord. Et alors, toi, c'est quoi ton parcours? Comment t'en es arrivée à être éditrice? C'est ton premier poste ou ton deuxième, vu ton âge? C'était mon Non. premier poste. Ah, c'est J'ai ton eu, premier poste. ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée tout de suite sur un métier enfin, sur un poste plutôt qu'un métier qui me passionnait vraiment. Euh, En fait, ça faisait très 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 longtemps que je voulais travailler dans l'édition. Je me souviens que j'en avais parlé à mes parents quand j'étais au collège déjà. Entre un Ouais. moment, je voulais être avocate et un autre kinésithérapeute. Mais il y avait déjà l'édition. Euh, Ok. Et en fait, après, bon, j'ai fait mon bac, mon lycée, etc. Et à la fin, je crois que je voulais être soit conservatrice, soit éditrice. Donc, je suis Ça se partie resserrait. vers... Ça se resserrait déjà, c'était un peu mieux. Donc, je suis partie Toujours dans la vers une... culture? Toujours dans la culture, ouais, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je suis partie faire une licence d'histoire, parce que c'était vraiment ce qui me passionnait, et aussi une formation qui était assez large pour que je puisse faire les deux. Donc, j'ai fait une licence d'histoire, et après, un master en politique éditoriale D'accord. à Villetaneuse. Ok. Ouais. Donc, en fait, avec beaucoup de stages, surtout parce qu'en fait, pour avoir ce master-là, il faut avoir déjà fait plusieurs stages. Et après, j'ai fait mes 2 années de master en alternance dans différentes maisons d'édition. Donc, D'accord. j'étais la moitié du temps en cours, la moitié du temps en Mm, mm. entreprise. Et c'est pour ça, en fait, quand je suis sortie de mon master, j'avais déjà 2 ans d'alternance plus 1 an de stage, je pense. Donc, j'ai directement trouvé un poste. En fait, je crois que j'ai terminé mon master le 30 août et le 1er septembre, je débutais chez Mango. Donc, c'était assez rapide. Ouais, effectivement. Voilà. Ok, génial. Et alors, donc, t'en es pas venu au loisir créatif par hasard, hein? C'est parce que c'est toi-même, tu couds. Oui, 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 je couds beaucoup. Ma grand-mère était couturière, donc elle m'a appris un peu les bases de la couture. D'accord. Ma mère m'avait appris à tricoter. Enfin, il y a beaucoup de loisirs créatifs. Enfin, ma mère cuisine beaucoup. Mon père fait énormément de jardinage. Enfin, tout le monde est très très manuel dans la famille, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie un peu de mon ADN. Ouais. Et en fait, j'ai recommencé vraiment beaucoup. Enfin, ma grand-mère est tombée malade et j'ai vraiment recommencé beaucoup la couture à ce moment-là. Je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais tu sais, un petit peu après, quand Ouais. tu regardes en rétrospective, tu te dis, mais en fait, j'ai recommencé la couture juste au moment où elle est tombée malade. Je pense que c'est pas une coïncidence. Ouais, il y avait un Euh, lien, ouais. D'accord. voilà. Donc, et en fait, j'ai recommencé la couture, je pense, 6 mois avant de rentrer chez Mango. Et en fait, quand j'ai vu cette annonce pour ce poste qui, en fait, regroupait mes passions et pour l'édition et pour le loisir créatif, je me suis dit que c'était pour moi.
Ah bah tu Voilà. m'étonnes. Ok, bon bah c'est génial. Et alors, qu'est-ce que j'imagine que tu dois quand même te dire que c'est plus facile d'éditer des livres concernant des loisirs créatifs que tu fais plutôt que si tu devais, je sais pas, être sur un secteur que tu maîtrises pas du tout. Alors, oui et non. Ou ouais. Dans le sens où, par exemple, la couture, tu vois, je pratique beaucoup. Je vois vraiment ce dont j'ai envie. Et c'est vrai que de temps en temps, je fais un peu des livres en me disant que j'aimerais bien voir ces livres-là. Enfin, je les fais pas juste pour me faire plaisir, mais il y a ce côté où je sais que moi, j'en ai envie, donc potentiellement d'autres personnes aussi. Mhm. Après, je peux pas pratiquer tous les loisirs créatifs. Donc, c'est un peu compliqué de faire et du point de croix, et du crochet, et du tricot, et de la couture. C'est vrai. Et par contre, par exemple, je fais beaucoup moins de crochet. Enfin, j'ai vraiment juste les bases. Et pourtant, on travaille avec Marie de Socroche. Je sais pas si tu vois Oui. son livre. On a fait plusieurs livres avec elle et ça se passe très très bien, alors que pourtant, je suis pas très douée en crochet. Et elle le sait, donc de temps en temps, elle me donne un peu des petits tips. Mais ça permet aussi d'avoir du recul. Après, pour tout ce qui est relecture ou même analyse des tendances dans le loisir créatif, quand t'en fais pas un minimum ou quand tu connais pas du tout la technique, c'est extrêmement compliqué. Enfin, je vois pas comment c'est possible en fait Ouais. de faire ça sans connaître un petit peu le monde du loisir créatif. Mm. Après, je sais pas comment fonctionnent tous les éditeurs de loisirs créatifs dans les autres maisons. C'est vrai que nous, enfin, quand Tatiana, ma N+1, notre Ouais. directrice éditoriale, cherchait quelqu'un, elle voulait vraiment quelqu'un qui s'y connaisse en loisirs créatifs pour Mm. conserver cette chose-là. En fait, l'équipe est constituée de telle manière qu'on est vraiment chacune très spécialisée dans notre domaine et que la personne qui édite de la cuisine, elle fait vraiment de la cuisine très très bien. La fille qui édite du zéro déchet, elle est dans une démarche éco-responsable. Enfin, on est Mm. vraiment assez spécialisées chacune dans notre domaine, donc ça fait vraiment partie de l'ADN aussi de la marque d'avoir des éditeurs qui sont concernés par leur sujet et ce qui est très chouette parce qu'on est vraiment au plus proche de nos lecteurs comme ça. Ouais, c'est sûr, ouais, ouais. Mm. Et alors, aujourd'hui, tu as un compte Instagram à ton nom, Mélanie Jean, Mhm. sur lequel tu partages tes créations en couture. Donc, tu fais beaucoup de vêtements, de ce que j'en ai vu. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, Principalement. Est-ce que, comment dire, euh, tu vois aussi ton propre compte Instagram comme une vitrine aussi pour ton travail. Et puis après, je voudrais bien savoir aussi comment tu utilises Instagram justement pour faire peut-être un peu de veille et Mhm. voilà, trouver les nouveaux talents que tu aurais envie de publier. Alors, c'est une grande question. Une grande Je me question. suis... Non, grande question, j'exagère peut-être un petit peu. Mais c'est une question que je me suis beaucoup posée en tout cas. Parce que c'est vrai qu'au tout début, j'utilisais Instagram de manière uniquement personnelle. Et en fait, comme mes passions et mon travail se recoupent complètement, je peux pas totalement séparer le personnel du professionnel. Euh, et en plus, j'ai commencé à poster parce qu'en fait, je suis aussi fière des livres qui sortent et du travail des auteurs et des photographes. Donc, ça m'arrivait de commencer à poster dessus. Et en fait, j'avais eu des retours, j'ai eu des personnes qui me posaient des questions sur mon travail, ou des amis qui me parlaient de mon travail, ou des personnes que je connaissais pas qui me parlaient de ce que je faisais personnellement. Enfin, tout s'entremêlait. Et j'arrivais pas forcément à trouver la juste mesure entre les deux. Et je sais pas, il y a un moment, je pense que c'est il y a peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça, où j'ai eu un déclic et où je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, ce sera personnel et professionnel, tout en même temps, tout entremêlé. Et donc, je poste et la couture que je fais et les livres que je publie. Et c'est vrai que
on dit souvent qu'il faut avoir une frontière claire entre le privé et le professionnel. C'est clairement pas du tout mon cas. Donc là, c'est un peu un mélange entre les deux. Et je me dis qu'au final, c'est pas plus mal parce que par ce biais-là, les auteurs se rendent compte que les auteurs, ou tu vois, toi par exemple, tu te rends compte que en fait, le travail que je fais, c'est quelque chose dans lequel je suis vraiment impliquée, même personnellement, Oui. et que c'est pas juste, bon, j'ai dit des livres de loisirs créatifs comme je pourrais faire des petits Suisses ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me parle et que je vis au quotidien. Ouais, Euh, ouais. donc j'ai décidé d'un peu mettre ce qui me touchait, ce qui me plaisait, ce que je faisais, ce que je voulais montrer. Et l'idée, c'est de mettre en avant mon travail professionnel et ce que je fais personnellement aussi. Après, je suis assez dilettante sur le sujet, à vrai dire. Je me dis régulièrement qu'il faudrait que je publie plus, parce que j'ai souvent des retours très positifs de beaucoup de personnes, en fait, euh, qui aiment les livres, donc ça fait toujours super plaisir quand des personnes viennent me dire qu'elles adorent les livres de chez nous. Enfin voilà, donc je trouve que c'est une bonne manière de partager et de montrer aussi le travail qu'il y a derrière. Parce que Tout à fait, ouais. souvent les personnes me demandent comment se fait un livre, combien de temps on prend, enfin beaucoup de questions très pratiques. Et j'essaie un petit peu d'en parler dans mes posts de temps en temps, de dire bon, ben voilà, pour ce livre, on a procédé comme ça, ou enfin, quand une étape en particulier m'a marqué, j'essaie un petit peu d'en parler pour que les personnes comprennent comment ça se passe pour nous derrière. Parce que souvent, on ne peut pas en parler avant un an. Donc en fait, pendant un an, on travaille sans en parler à personne. Et d'un coup, le livre sort et là, on peut commencer à expliquer un peu ce qu'on a fait, la manière dont on a procédé. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si je Et alors, réponds bien à ta question. si, parfaitement, si, si. Et alors, en fait, j'allais te dire, moi, je vais enfin pouvoir dire, comme plein de, plein de personnes, j'ai été contactée par une éditrice. Ah, bien, voilà. Bah donc, non, mais c'est toi, Ah mince. parce que pour la petite Je pensais histoire, que, je pensais que tu parlais pour faire un livre, tu vois. non, alors bah non, mais Ouais. j'adorerais, mais d'abord c'est pour le podcast et effectivement, Oui. pour la petite histoire, moi quand j'ai créé le podcast et donc toujours aujourd'hui, c'est moi qui fais un petit message sur Instagram aux créatrices dont j'aime le travail et Mhm. pour lesquelles je voudrais faire un épisode ensemble, enfin avec lesquelles je voudrais faire un épisode. Et voilà, donc c'est toujours moi qui suis à l'initiative. Et puis, j'essaye de monter un partenariat avec une marque aussi. Et c'est pareil, c'est moi qui en suis à Mhm. l'initiative. Voilà. Et parce que souvent, les personnes, par exemple, quand elles sont publiées, elles vont commencer par dire j'ai été contactée par une maison d'édition, par une éditrice, Mhm. un éditeur, etc. Et donc moi, à chaque fois, je me disais, bah, c'est génial, mais en fait, on peut attendre des années, quoi, en fait, d'être contacté, d'être repéré. Mhm. Et donc là, je suis très fière de pouvoir dire, j'ai été contactée par une éditrice. Et donc voilà, c'est toi, Mélanie, qui m'a proposé il y a enfin, ouais, 2-3 semaines à peine, Mhm. de faire un épisode ensemble. Et donc j'ai sauté sur l'occasion parce que honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais eu que je t'aurais contacté alors que je te suivais sur mon compte perso D'accord. depuis quelque temps. Et donc c'est génial que tu l'aies fait parce que autant pour les créatrices, tu vois, vraiment j'ai aucun problème à les contacter, à les démarcher. Et autant toi, je pense que je me serais dit, c'est pas une créatrice directement. Et en fait, l'approche que tu as eue, c'est de me dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mhm. il y a souvent des gens en fait qui te posent des questions sur un peu l'envers du décor, etc. Et moi, la première, je te l'ai dit, mais je rêverais un jour d'avoir
de faire un livre, en fait. Le message est passé. Voilà. Si c'était pas assez clair, mais bon, bref. Mais l'idée, c'est pas de parler de moi. Mais... Donc, du coup, forcément, ça a fait hyper sens. Moi, je suis super fan de livres de manière générale et de livres de loisirs créatifs. D'ailleurs, j'ai partagé il y a quelques jours, et on peut retrouver en story à la une du podcast, j'ai partagé les livres qui me plaisent le plus, ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Et, J'ai regardé. et donc, est-ce qu'il y en a chez Mango? je t'avoue, je me souviens plus, mais j'ai tagué toutes les maisons, mais je me souviens plus. Non, mais t'inquiète. Mais De toute façon, moi, j'adore beaucoup de livres d'autres maisons d'édition aussi, donc je suis pas oui, du tout... t'es pas sectaire, bon. Non, je suis pas du tout sectaire. Donc voilà, hormis la blague de dire j'ai été contactée, et donc je suis du coup super contente que ça me soit arrivé. Mais donc alors, comment ça se passe un peu l'envers du décor? C'est quoi la proportion dans les livres publiés? C'est quoi la proportion des personnes que vous avez approchées vous-même par rapport aux projets qui vous sont proposés par les créatrices, par les autrices? Alors, je dis souvent autrices, créatrices au féminin. Peut-être qu'il y a aussi des auteurs en loisirs créatifs, je ne sais pas. Je les cherche encore. Non. Non, en fait, ça fait 4 ans et demi que je suis chez Mango et j'ai travaillé avec un auteur. Bon, alors le féminin l'emporte. Alors, le féminin l'emporte effectivement. Euh, déjà, je sais pas si je suis ravie de t'avoir fait plaisir en te contactant et que maintenant tu puisses dire ça. Et en même temps, je pense que je suis peut-être un petit peu vexée que tu n'aies pas osé. Non, je rigole, mais comment ça se passe? Alors, la plupart du temps, effectivement, c'est nous qui contactons les personnes. On travaille à une période donnée de l'année sur notre programme éditorial 2021. Donc, en fait, on travaille sur l'orientation un petit peu générale et on définit quel type de publication on voudrait avoir sur notre catalogue. Donc en général, on essaie de voir quelle proportion de couture, enfin, voilà, quelle thématique. Et en fait, c'est là où on définit majoritairement les idées de livres, avec quelque chose qui est très carré de base, mais qui évolue énormément au fur et à mesure du temps, bien sûr. Donc, c'est pour ces livres-là où on va chercher des auteurs et on va contacter des personnes pour leur proposer de faire un livre. Après, on a aussi des manuscrits qu'on reçoit. Mais c'est vrai que je dirais à 90%, on publie des auteurs que nous, on a contactés. D'accord. Mais après, par exemple, tu vois le livre là, Couture zéro déchet dans ma cuisine et Couture zéro déchet dans ma salle de bain, qui sont sortis le 21 février, donc il y a 2 semaines. Et que tu fais réimprimer, c'est ça? Et que je fais réimprimer, oui. Parce qu'en fait, on va déjà être en rupture à la fin du mois si ça continue comme ça. Génial. Ouais, c'est trop bien, je suis trop contente. En fait, là, c'est l'autrice qui nous a contactés parce qu'elle avait sorti son livre en auto-édition. Ouais. Et elle nous a contactés pour voir si on voulait l'éditer chez nous. Donc, mais après, il y a quand même un travail éditorial derrière, c'est-à-dire que même si elle nous a contactés, au tout début, elle en avait fait un seul livre. Et nous, en fait, on a scindé ce livre-là en 2 thématiques. On va faire 2 petits livres, enfin 2 plus petits livres. Mais en tout cas, le message que je voulais faire passer surtout, c'est que tout le monde peut envoyer son manuscrit. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une croyance populaire qu'on ne lirait pas ou qu'on n'étudierait pas tous les manuscrits. Alors, on peut mettre du temps à répondre en fonction des périodes. Je dirais pas le contraire. Mais par contre, on étudie tous les manuscrits et on regarde vraiment tout ce qu'on reçoit. Donc, en fait, on peut très bien se faire publier juste en envoyant un manuscrit dans une maison d'édition. Génial. C'était la réponse que je voulais entendre. Hein. Parce que moi, j'imagine. 57 Tessier, 75 000. Alors, c'est une bonne remarque. Comment on vous contacte? Vous préférez quoi? Qu'on vous envoie le manuscrit papier? Ça dépend, on sent un petit peu de tout. On peut me l'envoyer par mail, on a un formulaire de contact sur le site Sur le site, d'édition. d'accord. Ou sinon, par courrier, on doit avoir aussi l'adresse mail sur le site
En fait, je rigolais, mais j'ai donné la vraie adresse. Donc, c'est 57 rue Gaston Tessier, 75 019 Paris. Génial. Je vais l'envoyer à mon nom, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, t'as un courrier la semaine prochaine. Non, je rigole, j'ai rien de prêt, mais ok. Bon, bah déjà, c'est génial. Et est-ce que tu crois que... Si jamais suite à ton podcast, je reçois une cinquantaine de manuscrits, j'enverrai la photo juste pour rire. Ouais, ça serait trop cool. Écoute, j'adorerais. Donc, on peut t'envoyer notre manuscrit par email, par courrier, pigeon voyageur, tout ça, tout ça. J'ai l'impression de faire de la réclame là. Est-ce que tu crois que cet a priori qu'on a, comme quoi on peut pas envoyer son manuscrit et que personne va le lire, etc., est-ce que c'est aussi lié à les croyances populaires par rapport plutôt à la littérature, à des romans, ou au monde de la musique, où on voit un peu ça partout dans les films, ou tous les auteurs en fait, tous les auteurs de romans qui parfois ont galéré quand même très longtemps avant d'être repérés par une maison d'édition. Je pense que c'est beaucoup lié à la littérature parce qu'en fait, dans la littérature, ils reçoivent beaucoup, beaucoup plus de manuscrits que nous. Pendant la pratique, on en reçoit quand même beaucoup moins. Alors que dans la littérature, je pense qu'ils publient 1% de tous les manuscrits qu'ils reçoivent parce qu'ils en ont énormément. Ouais. Et effectivement, il y a cette croyance populaire que... Enfin, moi, je l'ai souvent entendu, que les éditeurs ne lisaient pas... Enfin, les éditeurs de littérature ne lisaient pas tous les manuscrits. Après, pour avoir des amis qui travaillent dans des maisons d'édition littéraires, tous les manuscrits sont lus parce que ce serait vraiment trop dommage de passer à côté du prochain chef-d'œuvre. Donc, je pense que c'est beaucoup lié à la littérature parce que c'est vrai que dans le pratique, enfin, c'est un univers qui est quand même assez différent. Tu vois, le milieu de l'édition littéraire, il est quand même beaucoup plus masculin que le milieu de l'édition pratique. On est pratiquement que des filles. Oui, Ce sont des milieux qui sont un petit peu différents. Mais en fait, c'est vrai que les personnes connaissent surtout... en fait, quand on parle d'édition, en général, on pense tout de suite édition littéraire. L'édition pratique, c'est quelque chose d'un peu d'un peu moins connu, d'un peu plus secret. Je sais pas si c'est vraiment confidentiel, oui, exactement. D'accord. Et alors peut-être juste pour faire une aparté, parce que là on parle un peu du monde de l'édition. Tu me diras si tu es à l'aise pour en parler. Tu t'as publié il y a quelques semaines aussi un peu ton témoignage sur les comportements abusifs des hommes envers les femmes dans le monde de l'édition. Cette story disponible 24 heures, t'as eu l'œil. Ah mais parce qu'en fait, je t'ai fait un petit message, mais on se connaissait pas. Je l'ai fait avec mon compte perso et effectivement, en fait, je t'avais fait un petit message pour te dire que ça faisait peur et que je pensais pas que dans le monde de l'édition c'était comme ça et que j'avais 2 filles et que ça me faisait flipper quoi. Et que tu m'avais dit quand même que les choses s'amélioraient et tout ça. Je me suis posé la question quand même d'en parler ici parce qu'on n'est pas tellement dans le sujet, mais en même temps, je me suis dit que il y a quand même beaucoup de filles, enfin c'est quasiment que des filles qui écoutent mon podcast et je me suis dit si ça peut quand même être le lieu. Donc voilà, je sais pas si tu veux nous en dire quelques mots. Comment dire? Disons que le milieu de l'édition, c'est le reflet c'est le reflet de la société en fait. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est qu'il y a 3 semaines peut-être, il y a des éditrices et des autrices qui ont publié une tribune où elles parlaient effectivement des comportements abusifs des auteurs ou des personnes un peu plus haut placées. Oui, qui ont un pouvoir d'influence, qui ont une autorité quelque part, quoi. Exactement. Après, je pense qu'aucun milieu n'est épargné. Enfin, je veux dire, ce serait un peu hypocrite de se dire que le milieu de l'édition est épargné de ça. Enfin, je veux dire, à partir du moment où... Enfin, tous les milieux sont touchés, en fait, parce que c'est le reflet de la société. Le milieu du cinéma, le milieu de l'édition, mais je pense qu'on va dans absolument toutes les entreprises. Malheureusement, hein, c'est pas quelque chose que je trouve normal. Mais alors, nous, je peux parler de manière totalement transparente parce que c'est vrai que chez nous, c'est quand même très...
féminin. très respectueux, très féminin aussi, mais même pour les hommes qu'il y a, c'est quand même très respectueux et il n'y a pas de... Enfin, j'ai peu d'anecdotes à raconter, mais on en a toutes et je pense que n'importe quelle femme, dans n'importe quel milieu, en aura toujours. Sur les comportements sexistes, voilà, malheureusement, ça fait encore partie de la société. En fait, moi, je sais que le fait que beaucoup de personnes en ont parlé, ça m'a beaucoup aidé aussi pour réussir à ouvrir la parole de mon côté. Ça m'a fait prendre conscience. Donc, je me dis que si à mon tour, je peux parler des choses que j'ai vécues, ça peut aussi entraîner un changement. Et je me dis si je peux être un petit caillou, voilà, dans tout ça. Alors, à mon tout petit niveau, parce que honnêtement, j'ai juste quelques anecdotes, voilà, mais je sais que ça fait partie d'un mouvement plus général et d'une société qui me dépasse, enfin, un mouvement qui me dépasse complètement. Moi, j'ai pas trop de mal à en parler dans le sens où déjà c'est un sujet qui me touche énormément personnellement parce que, enfin, je suis féministe, alors je suis pas très engagée, mais disons que j'ai des idées qu'on pourrait qualifier d'engagées, je pense. Et de toute façon, ça se ressent dans mes livres. Enfin, tu vois, ça fait quelques années qu'on fait des livres sur la lingerie avec Charlotte Joubert. Et on avait milité pour qu'il y ait des photos de filles qui soient en lingerie, en maillot de bain, en disant non, c'est pas parce qu'elles sont en lingerie et en maillot de bain que c'est forcément suggestif, que c'est forcément... Enfin voilà, et on avait milité pour avoir ces photos-là parce que on trouvait ça hyper important de montrer le corps des femmes non comme un objet sexualisé, mais comme juste le corps des femmes et de la lingerie qu'elles font pour avoir quelque chose de vraiment sur mesure. Même ça fait plusieurs années, je sais pas, mais ça fait au moins un an que j'utilise le mot autrice dans mes livres. Donc en fait, je trouve que c'est important d'en parler et c'est un sujet vraiment intéressant. Enfin, nous, on est très peu Ouais. touchés parce qu'on est dans un milieu assez féminin, mais en fait, même dans ce milieu assez féminin, chaque publication qu'on sort, chaque acte qu'on fait, enfin, tu vois, les livres, ce sont des objets publics au final. Donc si ces livres-là sont engagés, même d'une manière qui peut paraître un peu détournée, par exemple en montrant des corps de femmes différents, tu vois, sur les shootings, des modèles, des livres de couture, on essaie vraiment d'avoir des corps qui sont différents. Enfin, après, c'est difficile, mais, mais on Ouais. essaie en tout cas. Mais qui sont le reflet, voilà, des femmes, quelles qu'elles Voilà. soient, Mm. voilà, quel que soit leur corps, quel que soit leur âge, quelle que soit leur couleur de peau, j'imagine et tout ça. Bah, alors, on essaie parce que, en fait, enfin, c'est assez difficile, en fait. C'est vrai qu'on organise souvent des shootings, mais c'est difficile d'avoir des mannequins de toutes les tailles, mais on essaye vraiment. Euh, Après, c'est vrai que, tu vois, par exemple, on fait pas de retouches photos sur Ouais, les, super. sur les filles. Enfin, tu vois, si elles ont je vais dire, Oui, si la elles sont cellulite, féminines des ou pas, rondeurs. voilà, Bah ouais. ça fait partie intégrante de leur corps. Et bon, après, les mannequins, elles sont toujours très photogéniques en général, donc elles sont, quand même- elles sont magnifiques dans tous les cas, tu vois. Mais c'est vrai qu'on essaie d'apporter de la diversité. Alors, bon, Ouais. à notre petit niveau. Tout ça pour dire qu'en tout cas, dans tous les cas, sortir un livre, c'est forcément un acte engagé et un acte. Enfin, c'est pas anodin. Donc, non, c'est un sujet qui me Mmh. paraît important. Ouais, et ben je suis complètement raccord avec toi et je suis bien contente qu'on ait abordé le sujet. Et voilà, et pareil que toi, à mon micro niveau, de rien du tout, je trouvais que c'était quand même un sujet important et même si ça a rien à voir avec les loisirs créatifs, Mhm. voilà, c'est voilà, une fois de plus un message qui est passé et peut-être que ce sera un petit déclic pour ne serait-ce qu'une personne. En fait, je pense que ça a aussi à voir avec les loisirs créatifs parce que j'avais reçu des messages il y a pas très longtemps. En fait, tu sais, on gradait souvent nos patrons du 34 au 44. Enfin, même à la Ouais, base du 36 au 44. Et en fait, comme j'étais arrivée, moi, je fais un 34. Je me dit, mais non, je peux pas faire. On va descendre au 44, au 34, pardon. J'avais dit, je peux pas faire, on va descendre au 34. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, oui, mais il y a des personnes qui font du 46, du 48, etc. Enfin, bref. Du coup, on essaie de grader de plus en plus haut aussi. Et ouais, c'est j'ai super. reçu des messages il n'y a pas très longtemps qui me disaient, ah, c'est chouette de voir qu'on a des modèles qui sont gradés jusqu'au 48. Après, on ne peut pas forcément grader plus, parce que sans vouloir rentrer dans les détails techniques, après, c'est un patronage qui est différent, parce qu'en fait, il ne suffit pas juste d'agrandir
en fait, Mmh. la morphologie du corps change. Donc, en fait, il faudrait refaire un tout nouveau patron. On ne peut pas grader Ouais, je jusqu'au comprends. 54, par exemple, un patron qui, de base, est taillé en 36, parce que sinon, ça va... Dans tous les cas, le but, c'est de faire de la qualité. Donc, on veut pas faire un patron en 56 juste pour dire que c'est du 56. Il faut que ce soit bien fait, en fait. Mais bref, tout ça pour dire qu'on essaie quand même d'élargir autant que faire se peut la gamme de taille. Et je trouve que c'est hyper important d'exclure personne aussi à ce niveau-là, tu vois. Enfin, C'est je suis clair. vraiment dans cette démarche d'essayer de faire en sorte que les gens soient contents de faire de la couture. Et en fait, je pense que c'est pas anodin, tu vois. Tu dis, ah, c'est à notre tout petit niveau, mais en fait, je pense que c'est. Je suis pas sûre que notre. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir aussi sur les gens. Oui, 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 oui. Puis après, bon, c'est le principe du colibri. Exactement. Chacun fait sa part et à un moment donné, le feu s'éteint. Bon, pour le, pour le parallèle avec le colibri, mais ouais, ouais. On va faire tomber le patriarcat à base de livres de loisirs créatifs. Go. Bon, ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, Mélanie. C'est ouais, je suis encore plus contente de t'avoir sur l'enregistrement. Ok, génial. Alors, avant cette parenthèse un peu engagée, on était en train de dire qu'on pouvait t'envoyer notre manuscrit. Si je me lance, alors je dis je, mais encore une fois, on D'accord. imagine plein de gens, c'est pas moi, Mélanie. Non, mais si on se lance, moi, ce que je m'étais dit quand j'ai eu cette idée de me dire j'adorerais publier un livre pour expliquer comment faire des cartes, hein, des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire et tout ça, je m'étais dit que j'allais envoyer un manuscrit avec déjà une mise en page déjà un peu aboutie, par exemple, de 2 ou 3 projets, Mhm. un petit peu comme est organisé un livre effectivement de loisirs créatifs. Donc avec par exemple le texte, la photo de la carte, le pas à pas, etc. Et de faire ça pour voilà entre je sais pas 3 et 4 projets différents. C'est une bonne idée ou j'ai tout faux? Je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. On a une très bonne capacité de projection en tant qu'éditeur. Je pense que je pense qu'on peut dire ça. En fait, on reçoit parfois juste 3 lignes de quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler, ou même 3 lignes de quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous dit j'ai une idée de livre sur je sais même pas sur quel sujet, mais sur voilà, sur la couture en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je dis n'importe quoi. Euh, et c'est juste 3 lignes et c'est un pitch très rapide. Après, on dit rarement oui ou non sur juste un pitch de 3 lignes, à part si vraiment on connaît bien le travail de la personne, mais bon, c'est quand même assez Ouais, rare. Après, on a effectivement aussi des manuscrits qu'on reçoit qui sont de quelques modèles, 2, 3 modèles, avec une liste des modèles à suivre ou un sommaire, ou voilà. mhm, Là, déjà, on peut un peu plus se rendre compte. C'est vrai que moi, je pense que c'est quand même bien d'avoir une idée du sommaire ou une idée du livre qu'on voudrait faire. Parce que une fois qu'on le reçoit, nous, on retravaille aussi avec l'auteur si jamais ça correspond pas forcément à notre bien sûr, oui. public ou si jamais. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a une connaissance du marché qui est un petit peu différente. Donc, on peut aussi vous dire, mais voilà, cette idée-là, elle est très bien, mais en fait, ces 3 modèles, ils ont déjà été beaucoup vus dans tel et tel livre. Donc, Ouais. l'idée, c'est de s'en démarquer un petit peu, peut-être éviter de refaire ce qui a déjà été fait. Enfin, Ouais, ouais, un tote bag, on l'a déjà vu 15 fois et il faut voilà, proposer quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. c'est peut-être pas la peine. Mais après, on reçoit aussi des manuscrits qui sont complets. Et alors, c'est beaucoup plus rare, mais c'est vrai que souvent, enfin, moi, j'ai jamais eu, par exemple, un manuscrit que j'ai pris tel quel et édité tel quel. Il y a toujours eu un travail éditorial derrière. J'imagine, Euh, ouais. Ah ouais. et enfin, je parle pas que de graphisme, je parle aussi, par exemple, d'ajout de modèles ou de changement de tissu enfin, ça peut être beaucoup de choses différentes. Mais c'est vrai que souvent, on retravaille, en fait, on retravaille. Donc, l'idéal, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est un sommaire et puis un extrait, en fait. Et comme ça nous permet de nous faire une idée et de pouvoir un peu soit continuer la discussion, soit dire tout de suite, banco, on y va, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Génial. Voilà.
Après, ça peut aller relativement vite parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se fait. Enfin, maintenant, on est quand même dans une culture beaucoup du visuel, donc on nous envoie aussi beaucoup de photos. Donc, on se fait souvent des idées assez rapidement de si oui ou non ça peut être publié chez nous. D'accord. Donc j'ai eu pas mal de discussions déjà d'épisodes avec des créatrices qui ont déjà fait des livres ou d'autres qui se disent ah bah non moi je me sens pas assez à l'aise par exemple Mhm. sur la rédaction ou alors si je fais un livre j'aurais envie de tout contrôler et ça serait l'enfer ou alors l'inverse je suis pas bonne en photo enfin ou je me sentirais pas de faire les photos les textes les trucs etc. Jusqu'à quel niveau comment dire jusqu'à quel niveau de prestation complémentaire entre guillemets, c'est pas la bonne formulation, mais tu vois, est-ce que forcément, si moi je te dis, je t'apporte mes photos et mes textes, alors j'ai compris, tu nous as dit que il y Mhm. avait forcément un retravail éditorial qui se faisait, que ce soit sur le texte, les photos, les modèles, tout ça. Mais si par exemple, je veux tout faire, est-ce que c'est possible? Enfin voilà, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je pense qu'après capacité de projection, la deuxième qualité de l'éditeur, c'est l'adaptabilité. D'accord. En fait, moi, je fonctionne de telle manière que je m'adapte aux auteurs. Souvent, c'est ce que je dis au début, c'est-à-dire que je parle plutôt de ce que eux ils veulent ou ils savent faire, et après on avise, parce qu'en fait, enfin, il y a autant d'auteurs que de personnes, euh, et en fait, elles sont toutes différentes, c'est-à-dire que tu as certaines personnes qui sont très douées en photo, mais qui vont avoir du mal à la rédaction. Tu as d'autres personnes qui vont être très carrées, mais qui, à l'inverse, vont faire des modèles hyper créatifs. Et en fait, du coup, l'idée, c'est que, pardon, après le moment où on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait faire un livre ensemble, euh, le travail s'arrête pas là pour moi, en fait. C'est-à-dire que je suis vraiment dans l'accompagnement. Euh, L'idée, enfin la théorie en tout cas, parce que souvent on a beaucoup de travail, donc j'essaie d'être présente, mais c'est pas toujours facile. Euh, L'idée c'est d'être dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait on communique beaucoup sur ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, et après on trouve des solutions ensemble. L'idée c'est que par exemple, si la personne veut bien rédiger mais pas faire les photos, Mm. de pas à pas, on va réfléchir à est-ce qu'on peut faire des schémas. Si la personne a très envie de faire les photos des modèles parce qu'elle fait les photos des modèles d'habitude, on va voir si c'est possible, par exemple, parce que on a quand même une exigence en termes de photos, donc il faut voir si elle est Bien vraiment sûr. photographe, si elle a le matériel. Donc après, à voir comment ça peut s'organiser. Et après, il y a des autrices qui me disent ah, j'aimerais beaucoup travailler avec cette photographe. Souvent, enfin, c'est des choses qu'on construit ensemble en fait. Donc l'idée, D'accord. c'est de vraiment construire le livre intégralement ensemble. Après, à l'inverse, si quelqu'un me donne juste son manuscrit et me dit bon, bah, fais ton travail, je veux plus en entendre parler avant la dernière relecture, je peux le faire aussi, il n'y a pas de souci. Mais Ah ouais, ça arrive ça. non, non, si sur certains secteurs, euh, traditionnellement, il y a moins de regard sur, sur le graphisme et les photos, etc. Mais je leur fais quand même valider. Après, non, ça arrive très rarement que les personnes veuillent pas avoir plus que ça. Mais en tout cas, si c'était le souhait de l'auteur, ce serait tout à fait faisable. Enfin, après, une fois que je reçois le manuscrit, je peux complètement gérer. Mais l'idée, c'est vraiment de voir jusqu'où ils veulent s'impliquer. Et voilà, parce que tu as certains auteurs qui préfèrent suivre le shooting de loin, certaines autrices qui préfèrent venir sur le shooting pour voir comment ça se passe, pour être sûr de vraiment voir bien comment, si les photos correspondent, si tous les éléments sont bien là comme elles le souhaitaient. Enfin, Ouais, ouais. vraiment, moi, je m'adapte. Donc, après, c'est surtout sur le graphisme. Je suis désolée, je sais pas si t'entends, il y a plein de bruit dans ma cage d'escalier, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, si, je les entends, mais t'as pas mis de petites lumières rouges devant ta porte? Non, mais il passe même pas devant ma porte, c'est que ma cage d'escalier résonne énormément. D'accord. Dans mon salon.
Les créatrices que j'ai eues sur le podcast et qui ont publié un livre, elles m'ont toutes dit qu'elles étaient super fières d'avoir publié ce livre, mais que ça a été un travail de malade mental. Oui, Euh, sans c'est donc, c'est pas, c'est la réalité. Pourquoi c'est aussi fastidieux? Alors, c'est pas, je sais pas si C'est c'est pas le bon terme? mieux. Bah, en fait, après, c'est beaucoup de travail dans le sens où c'est de la création pure, en fait. On part de rien et il faut arriver à un livre. Et c'est énormément de travail, notamment en loisirs créatifs. Parce qu'en fait, il y a quand même tous les modèles à créer. Donc, il faut Mhm. réfléchir au modèle, le créer, avoir les bons tissus, les bonnes laines, les bons, etc. Et puis après, le réaliser. Mais en fait, c'est des tâtonnements, donc ça demande énormément de temps pour réussir à trouver la bonne manière de faire. On essaie une fois, deux fois, enfin. Euh, En plus, un livre, en fait, c'est très complet et et c'est figé. C'est-à-dire que figé pas dans le sens enfin figé dans le sens où une fois qu'on l'a rendu, ça peut plus évoluer. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a enfin, qu'on a envoyé le fichier chez l'imprimeur, c'est bon. Et je pense qu'il y a aussi ce côté un peu psychologique de se dire, bon, une fois que j'ai terminé, c'est fini, je peux plus rien ajouter, je peux plus rien changer. Alors que sur un article de blog, par exemple, qui va peut-être demander autant de temps qu'un modèle en confection, c'est un peu moins stressant parce qu'on se dit toujours, bon, mais si jamais je vois une erreur, je peux revenir dessus, je peux retoucher, je peux. Alors que là, non, c'est fini. Oui, s'il y a une coquille dans le matériel, c'est par exemple dans le métrage d'un tissu, c'est ce genre de choses aussi? Exactement. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Et puis après, c'est énormément de travail dans le sens où souvent, par exemple, sur les modèles de couture, c'est quand même une collection de 10 modèles en général. Mhm. C'est, par exemple, quand on voit les marques de patrons indépendants, souvent elles en sortent 2, 3 dans la saison. Ouais, Là, ouais, c'est ouais. 10 enfin 10 d'un coup. Donc c'est quand même un travail très, enfin qui est conséquent. Enfin les autrices, elles gèrent hein, vraiment. C'est c'est un travail assez énorme, ouais. Ouais. Surtout que j'imagine que la plupart du temps, elles ont forcément une autre activité à côté. T'as jamais une autrice qui ne fait que ça. Ça se fait plus trop en loisirs créatifs, ça s'était fait notamment sur le Point de Croix. Il y avait beaucoup enfin, de filles qui vivaient vraiment des livres, mais elles en faisaient deux, trois par an. Ouais. Mhm. Et c'était il y a des années de ça maintenant. Donc non, maintenant, c'est plutôt des personnes qui font beaucoup de choses différentes, qui donnent par exemple des ateliers, qui ont leur marque. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où tout est difficile à gérer en même temps. Et Ouais. puis, Mhm. il y a aussi le fait que c'est un projet sur le long terme. Donc, en fait, quand on a quelque chose qui nous occupe une année entière, c'est énorme. Mhm. Ah ouais, je comprends. Ouais, ouais. Et alors, si on parle d'un point de vue financier, si c'est possible, euh, tout à l'heure on me disait que bah, on pouvait faire appel à plein de talents différents, un Mhm. photographe, évidemment un designer graphique pour faire la maquette, etc. J'imagine que plus la créatrice vous laisse intervenir, par exemple sur les photos, sur je sais pas, le texte, sur que sais-je. Du coup, alors je sais même pas comment on appelle ça. C'est quoi? C'est un cachet? C'est un. C'est un avaloir. C'est une vente en fait sur les droits d'auteur. D'accord. Donc ça, cet avaloir, il va diminuer en fonction de l'intervention que vous aurez besoin de faire, des freelances que vous aurez besoin de solliciter. Non, non, non. En fait, au début, on se met d'accord sur un travail et sur une implication. Et voilà. Et puis après, en fonction, D'accord, on négocie l'avaloir et le pourcentage. Euh, d'accord, non, non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, on se met d'accord sur le travail. Et puis après, enfin, après, on va dire, ça, c'est plus notre travail de gérer les budgets des livres et de trouver d'accord, l'équilibre d'accord. Ouais, entre le prix de vente du livre, les intervenants qui sont nécessaires, combien tout le monde va être rémunéré, quelle pagination. Enfin, ça, c'est un travail qui est hyper intéressant que personne ne voit de l'extérieur, mais que moi, je trouve très intéressant, c'est-à-dire essayer de trouver le bon prix pour le livre par rapport à un marché et par Mhm. rapport au travail que ça demande. Donc, c'est un équilibre à trouver, en fait. D'accord. Voilà. Ouais, ouais, je comprends.
Ouais. Et forcément, le livre, pour qu'il démarre, il y a donc la signature d'un contrat Mhm. d'édition, c'est ça? Et Oui. donc c'est dans ce contrat que vous allez définir tous les termes et notamment donc cet avaloir, ces droits d'auteur. Et donc tu Mhm. disais qu'il y a un montant fixe et une commission, un pourcentage sur les ventes. Ça se passe comment? Parce que alors, j'y connais rien du tout. Ah, ok. Non, mais en fait, donc, ce qu'on appelle la valoir, c'est une avance sur droit d'auteur. C'est-à-dire que D'accord, tu te mets d'accord avec l'autrice sur le pourcentage qu'elle va toucher sur la vente de chaque livre. d'accord. Et en fait, une fois que ce qu'on appelle l'avaloir sera dépassé, c'est-à-dire une fois qu'elle aura dépassé le nombre d'exemplaires qui recouvre le montant de son avaloir, Ouais. je sais pas si c'est bien clair. Ouais, ouais. Bah, enfin, pour moi, c'est clair, j'espère que ça sera clair pour toi. Là, elle commence à toucher des droits supplémentaires. Donc c'est là où ça devient intéressant. Aussi, Ça marche. ça veut dire que tu peux faire un livre, je dis n'importe quoi, en 2015, et s'il fonctionne encore, tu peux toucher des droits pendant des années après, Ouais, ouais. sans avoir à y retoucher. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est quand les livres fonctionnent. Ouais, d'accord. Hem, j'ai en tête mince, un cliché peut-être qui tu me diras si c'est vrai ou pas, mais qu'en gros, on gagne pas d'argent, enfin, il faut pas faire ça pour l'argent, quoi. Alors, je parle pas forcément des romans, mais d'ailleurs, je sais pas si c'est différent. Donc, on fait pas un livre, et alors, a fortiori, si on en publie qu'un, si on se fait éditer qu'une seule fois, Mhm. euh, on peut pas gagner, enfin, on fait pas ça pour l'argent. Euh, Tout dépend du succès qu'il va avoir, évidemment. ouais. Parce que souvent, en fait, quand on suit des jeunes auteurs, c'est quand même ce qui ressort. Et là, je parle des jeunes auteurs, pas tant dans les loisirs créatifs, parce que c'est pas une question que j'ai Mhm. abordée avec elle, mais plutôt dans la littérature, où je sais pas si tu connais, par exemple, Virginie Grimaldi. Mhm. Elle a sorti, donc maintenant, je crois qu'on en est à 5, ou elle est en train de préparer le sixième. Ouais. C'est un peu la success story, mais pendant longtemps, bah, ces manuscrits n'étaient pas, alors j'allais dire pas lus, ils étaient pas, Oui, c'est elle bien. avait pas elle avait pas de réponse positive, etc. Et donc, en Mhm. fait, c'est parce que tu fais beaucoup de livres et que donc tu arrives à publier un livre par an, plus ou moins, que là, effectivement, tu peux ne faire, enfin, considérer que c'est ton métier, et donc, du coup, tu ne fais que ça. Entre guillemets. Donc il y a des success stories comme ça, mais il y a plein d'auteurs, j'imagine, qui n'ont qu'un livre publié, et puis en fait, ils peuvent pas en vivre. Oui, mais en fait, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que c'est une grosse problématique en ce moment. En fait, il y a beaucoup d'auteurs qui se mobilisent pour justement avoir un pourcentage minimum garanti et pour avoir des conditions de travail, que ce soit considéré comme un métier, etc. Ce qui serait normal. Après, dans le loisir créatif, c'est un petit peu particulier dans le sens où les autrices sont aussi des créatrices qui ont souvent leur marque, qui Mhm. ont souvent d'autres activités à côté et qui veulent pas forcément. Alors, je m'avance peut-être en disant ça, mais je pense à des autrices avec qui je travaille qui voudraient pas forcément faire leur métier et ne faire que ça. Enfin, ça m'arrive de temps en temps, par exemple, d'avoir une autrice avec qui je travaille, de lui dire ah, ça s'est super bien passé. Est-ce qu'on referait pas un livre? Et qui me dit bon, bah, là, on vient d'en faire deux, c'était très bien. Mais je veux bien prendre 6 mois de pause et puis on voit après. Donc, ils voudraient pas forcément en faire leur métier, en fait. Ouais, ouais, je Euh, comprends. Alors, je vais parler dans le milieu du loisir créatif. mhm, Je vois bien aussi l'idée de dire qu'en fait, bah, c'est comme si tu étais prof et que tu ne pratiquais pas, ou par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, prof de sport, et que tu ne pratiques pas mhm. le sport en question, et que et à un moment donné, il faut forcément se renouveler, pratiquer, sortir un peu de sa zone de confort pour aller chercher d'autres idées et tout ça. Et forcément, oui, je comprends l'idée de faire une pause après deux livres. C'est... Oui, oui, bah moi aussi, c'est pour ça. Après, il faut que les gens le sentent. Enfin, je pense que c'est important aussi de savoir de connaître ses... Enfin, en fait, c'est quelque chose qui était arrivé avec Charlotte Ozou, notamment, c'était après, euh, si je dis pas de bêtises, c'était après ma garde-robe pour toute l'année, où elle venait d'avoir son deuxième enfant, et voilà, elle avait envie d'une petite pause.
ce qui est totalement compréhensible. Et enfin, en fait, je trouve ça même plutôt sain de se dire, bon, bah voilà, là, j'ai plus envie de prendre du temps pour mon entreprise, pour moi. Et enfin, je pense que c'était principalement pour son entreprise parce qu'elle a beaucoup travaillé après. Mais après, quand elle a eu une idée, elle est revenue vers moi. Et puis là, on va sortir son prochain livre en avril déjà. Donc, c'est juste une pause. Ça veut pas forcément dire qu'on s'arrête, mais c'est bien aussi de savoir où on se situe, est-ce qu'on veut privilégier à tel ou tel moment. De sa vie, ouais, c'est Donc, clair. voilà. Euh, Est-ce que tu vas regarder quand soit dans le cas où une autrice te contacte, soit quelqu'un que tu repères toi-même, est-ce que la taille de sa communauté sur Instagram ou sur Facebook, mais j'imagine que c'est plus Instagram qui compte, mais tu vas me dire, est-ce que la taille de sa communauté est un critère important pour toi? Euh, Si je devais choisir entre oui et non, je dirais non. Parce qu'en fait, je regarde principalement la qualité du travail, vraiment la qualité de ses créations et de son écriture et enfin, de son travail en général. Pour D'accord. moi, c'est vraiment principal. Enfin, c'est vraiment une histoire de qualité. C'est-à-dire que on peut très bien publier des livres de personnes qui ont même pas Instagram, ça me dérange pas du tout. Parce que de toute façon, une fois en librairie, les personnes, elles vont pas forcément checker qui est la personne, est-ce qu'elle a une communauté, enfin voilà. Mhm. Et d'un autre côté, avoir une grande communauté, c'est pas forcément signe de succès pour les livres D'accord. ou de travail hyper qualitatif. Enfin, je veux dire, pour moi, la qualité du travail n'est pas forcément corrélée avec une forte communauté sur Instagram. Après, c'est vrai que c'est indéniable que le fait d'avoir une communauté, ça aide à développer la communication. Ouais, Ça ouais, ouais. aide pour faire parler du livre et enfin, c'est vraiment un relais. Et souvent, en fait, les personnes qui ont des fortes communautés dans le loisir créatif sont assez engagées. Donc, on sait que le travail plaît et on sait qu'il va y avoir un premier relais. Donc, ça reste quand même intéressant. Mais pour moi, c'est pas forcément central dans le loisir créatif, en tout cas. Ouais, Après, sur d'accord. d'autres secteurs, ça peut l'être plus. Et, et, et alors, je regarde toujours, hein, c'est clair. Je regarde toujours si la personne a une communauté ou pas. Mais pour moi, c'est pas le critère décisif qui va faire qu'on travaille avec quelqu'un ou non. D'accord. Bah, génial, c'est hyper encourageant. Bah, c'est mieux. Après, enfin, il y a aussi ce côté où je pense que de plus en plus de personnes maintenant, de plus en plus de créateurs, mettent de toute façon leurs créations sur Instagram pour les mettre en avant, enfin, la communication fait de plus en plus partie d'une stratégie d'entreprise. Et souvent, ces personnes-là, elles ont des entreprises ou des marques. Mm, mm. Donc, en fait, souvent, la communauté se crée un petit peu d'elle-même. Ouais, 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 carrément. Mm. Ok, super. Euh, J'avais encore deux questions, mais je les ai pas notées, alors je m'en souviens plus. Pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais la chasse à tes... la chasse. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu repères tes prochains auteurs, tes prochaines autrices sur, alors, de manière générale, du coup, voilà, pas forcément Instagram, Au mais fusil comment à tu fais? fond, je pense. Alors, comment je fais la chasse aux autres? Alors, bah, Instagram, oui. Déjà, énormément Instagram. Ok, donc déjà, si on n'a pas de compte, c'est mort. Non. Enfin, c'est moins facile. Après, ça veut dire Non, qu'il faut non. quand même avoir un blog, du coup, ou quelque chose. Bah, je dirais que oui. Après, pas forcément. En fait, c'est vrai que je fais de la veille tout le temps. Je pense qu'il se passe pas une journée sans que je fasse de la veille. On est un peu toujours avec les antennes dressées pour essayer de trouver soit une tendance, soit des personnes qui sont créatives. Enfin, je me souviens qu'une fois, quand j'étais en vacances au Canada, j'ai laissé ma carte à quelqu'un en lui disant
contactez-moi. Parce Ah que ouais, j'étais sur un génial. petit marché de créateurs et qu'elle faisait des choses absolument sublimes. Et si ça rentre pas dans ton... Parce que tu as tes antennes qui fonctionnent tout le temps, mais vu que tu as ton programme éditorial avec ton catalogue qui est défini, etc., Mhm. ça veut dire que si ça rentre pas dans ce catalogue 2021, par exemple, ça peut rentrer au chausse-pied quand même, ou bah, on dit bah tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Ça dépend. Non, non, ça rentre, ça rentre. Parce que de toute façon, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a certains projets où on avait en tête une thématique et ça nous paraissait une idée géniale sur le moment. Et 2 mois après, on se dit que bon, peut-être que c'est pas indispensable. Ça arrive qu'on évolue aussi, que des choses qui paraissent fabuleuses sur le moment retombent. Ou inversement, des choses qui nous paraissaient un peu plus dormantes finalement reprennent un peu de la force. Et puis après c'est la vie, je sais pas, un projet qui s'annule. Je vais essayer de pas trop en parler parce que ça va me porter la poisse. Moi, Mais je vais le dire, mais peut-être que aussi, je sais pas, une grossesse, enfin une maternité ou un problème familial. Enfin, effectivement, on peut imaginer, oui, comme tu dis, c'est juste c'est la la vie vie, hein. voilà, qui fait C'est... qu'il peut y avoir des projets mis entre parenthèses, quoi. Après, j'ai 2 exemples en tête, notamment d'un shooting qu'on avait fait avec Charlotte Ozou où elle était à 8 mois et demi de grossesse et où elle était super en forme, donc malgré, enfin, elle était enceinte, mais on travaillait quand même ensemble. Et malheureusement, d'une autre autrice qui a perdu sa maman sur la finalisation d'un livre. Et je lui ai dit, mais prends ton temps, t'inquiète pas, prends ton temps. Et en fait, elle voulait travailler parce que Ça a ça changé l'a, les idées. oui, enfin après, moi je respecte parce que, mais je lui ai clairement dit, non, non, mais prends autant de temps qu'il te faut. Et en D'accord. fait, elle a préféré travailler. Donc en fait, finalement, malgré ça, on continue à avancer. Mais en tout cas, si jamais on a on a un projet génial, on réussira toujours à lui trouver du temps. Enfin, bon. Après, tout dépend parce qu'il y a des projets qui sont géniaux, mais qui peuvent se faire un petit peu plus tard. Enfin, c'est toujours Ouais, une recherche d'équilibre, en fait. ouais, ouais, d'accord. Travail d'équilibriste. Ouais. Mais voilà. Et après, oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, pour la veille avec les auteurs, c'est bien sûr les réseaux sociaux, mais il y a aussi, effectivement, comme je te le disais, tout ce qui est marché de créateurs, euh, tout ce qui est tendance, articles de presse, la mode, les conférences. Moi, j'essaie de faire un maximum de conférences aussi, enfin, conférences, rencontres, etc. Dès que je peux, j'essaie d'aller un petit peu partout pour voir ce qui se passe. Puis après, comme ça, on rencontre des personnes et de fil en aiguille, ça devient des projets. Voilà. C'est génial. Ouais, Je... j'adore. C'est trop bien. Ouais, ah ouais, moi aussi. C'est excellent. Bah, en fait, c'est chouette parce que c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup, qui me plaît énormément. Bah Et du coup, même si c'est pour le travail, j'adore ce que je fais. Donc, c'est vraiment hyper enrichissant. ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est génial. Bon, eh ben, écoute, j'ai la réponse à toutes mes questions. C'est vrai? Il t'en manquait pas? Bah écoute, je crois pas. Alors évidemment, je pense que ce soir, tu sais, je vais me dire, ah mince, j'ai oublié de demander ça à Mélanie. Alors, je pense que si c'est insupportable, je te ferai un petit message pour savoir, pour te poser la question et avoir la réponse. Mais du coup, ce sera loupé pour l'enregistrement. Mais bon. Et alors, peut-être que tu as aussi, tu auras déclenché des vocations pour être éditeur ou éditrice. Tu nous as parlé des qualités qu'il fallait avoir. Donc, tu disais une capacité à se projeter, certainement une capacité aussi à tenir les projets de bout en bout sur la durée. Mhm. Ouais. Est-ce que Ouais. tu vois d'autres qualités qu'il faut avoir, des compétences? Il faut être assez perfectionniste. Ouais. C'est pas une blague parce que c'est toujours le défaut qu'on donne en entretien, mais non, il faut être très perfectionniste parce qu'on fait des corrections à la virgule. Ouais. Voilà, et perfectionniste, quand même, essayer d'avoir une bonne maîtrise de la langue française, ça paraît évident, mais bon, voilà. Non, capacité d'adaptation, persévérance, et puis avoir l'esprit assez ouvert aussi, je pense, être assez sensible à toutes les tendances et avoir aussi un bon relationnel,
parce qu'en fait, on est Ah bah oui. toujours en contact avec des auteurs, avec des maquettistes, avec des photographes, etc. Donc, Mhm. un bon relationnel. Et mine de rien, on travaille aussi beaucoup sur les chiffres de manière générale, c'est-à-dire créer des budgets pour les livres, Ah ouais. gérer les stocks. En l'occurrence, c'est pas moi qui gère les stocks, mais essayer de comprendre un petit peu les chiffres de vente, les tendances, enfin vraiment essayer de tirer au plus, enfin de tirer, quand je dis tirer, c'est imprimer au plus juste. Enfin, Ouais. voilà, on n'est pas du tout seul sur ces questions-là, mais enfin, c'est très intéressant de les comprendre. Et du coup, il faut quand même avoir une petite appétence pour les chiffres, je pense. En fait, c'est vraiment un métier qui est entre la créativité et la rationalité, assez Ouais, la polyvalent. gestion. Ouais. Mm. Mm. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, j'adore les maths, j'adore la littérature, donc voilà, je suis un peu entre les deux et finalement, éditeur, ça me correspond bien pour ça. Et est-ce qu'il faut forcément être parisien pour être éditeur? Parce qu'il y a énormément de grosses maisons d'édition. Voilà, il y a des maisons d'édition locales un peu partout en France, j'imagine, mais si on veut travailler dans une maison d'édition, par exemple dans les loisirs créatifs, Oui, c'est quand même plutôt effectivement, à Paris. c'est quand même plutôt à Paris, oui. Ouais, Si, il y a Actes Sud dans le sud, tu as Milan à Toulouse, mais tu vois, on les compte sur les doigts d'une main, donc ouais, ouais, pas sur les doigts d'une main, mais bon, c'est vrai ouais. que le milieu de l'édition est majoritairement parisien. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un projet, un livre, ou peut-être 2 ou 3 qui t'ont vraiment marqué d'une manière positive ou d'une manière négative? Alors si c'est négatif, évidemment, t'es pas obligé de citer le nom. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta carrière jusqu'à présent? Oh là là, il y en a eu tellement. Euh, tu vois, tu me vois pas, mais là, tu m'as posé la question et j'ai le sourire du coup. Je suis là, alors. Non, en fait, il y a surtout eu, je crois que ce qui m'a le plus touchée, et je crois que c'est les rencontres vraiment avec des autrices avec qui j'ai travaillé sur plusieurs livres. Euh, je pense que c'est plus des rencontres que des livres en eux-mêmes. Parce que si je D'accord. parle, enfin, je pense par exemple à Charlotte Ozou avec qui on travaille depuis 4 ans et demi maintenant. Et en fait, on a évolué ensemble. Enfin, ces livres, ils ont ils ont évolué avec nous en fait. Et je trouve ça assez beau en fait quand je l'ai rencontrée, elle était tout juste enceinte de son premier enfant, elle a eu son deuxième, après enfin son entreprise a vraiment évolué, enfin elle a pris en puissance, elle a fait énormément de choses différentes. Et en Ouais. fait les différents livres qu'on a fait ensemble sont aussi le reflet de ça et je trouve ça beau en fait ce côté Mmh. ces rencontres et en fait le fait que les parcours son parcours à elle et mon parcours à moi aussi finalement transparaissent dans les livres. Ah Au ouais, fur et à mesure, parce qu'on a travaillé sur enfin, sur son deuxième, parce que le premier, c'était l'ancienne éditrice qui travaillait dessus. Son deuxième qui s'appelait Apprendre à coudre ses robes et petits hauts, donc qui était plutôt niveau débutant. Ensuite, on est passé sur Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, est un livre qui s'est énormément vendu, euh, qui est beaucoup plus complet et à destination des débutants comme des intermédiaires. Ensuite, on a travaillé sur Ma garde-robe sur mesure, qui est vraiment sur la modification. Et là, son prochain, ça va vraiment être sur des techniques très pointues, presque de haute couture. Donc en fait, il y a vraiment une évolution. Et ouais, ouais, d'accord. je pense aussi à une rencontre avec Marie de Socroche. Au Mmh. tout début, c'est Isabelle Kessier-Jean qui nous a mis en contact. Et très vite, on a eu un très très bon feeling. Et en fait, très vite, on s'est retrouvés à faire un livre, 2 livres, 3 livres. Et en fait, je l'ai eu au téléphone l'autre jour et je lui ai dit, ah, on pourrait faire ça aussi comme livre. Et elle m'a dit, c'est marrant, j'y ai pensé hier soir. D'accord. Et Ouais, du coup, c'est je génial. trouve ça fabuleux de réussir à connecter avec des personnes comme ça. Et du coup, Ouais, ouais, c'est les livres de ces auteurs-là qui me touchent et dont je suis fière. Il y a Charlotte Jobert aussi, avec qui on a travaillé sur le livre sur la lingerie. ouais. Ouais. On a fait un Mmh. deuxième sur la lingerie. Et là, on en fait un troisième sur le sportswear. Et elle, en parallèle, elle est en train de monter sa marque qui s'appelle Mazie. Et son parcours est absolument impressionnant. Et
Et je trouve Génial. ça, j'ai trouvé fabuleux parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là qui font des. Enfin, souvent, j'ai beaucoup d'admiration pour mes autrices qui ont des parcours très forts et qui sont des entrepreneuses, des créatrices, Mm. qui ont énormément de ressources, qui ont un talent, mais fou. Elles Ouais, ouais. sont uniques, en fait. Et Mm. je trouve que c'est un privilège énorme de pouvoir travailler avec elles. Je suis en train de me dire que c'est exactement pareil pour moi. C'est que je mesure ma chance en fait d'avoir cette relation, alors à notre échelle, parce que la relation, elle dure le temps de l'interview et puis après, la plupart du temps, elle se poursuit quand même sur Instagram. Et donc on se rencontre, enfin, j'allais dire, on se rencontre pas physiquement. C'est arrivé pour plusieurs des créatrices que j'ai interviewées au tout début du podcast. On s'est vu au Salon Création et Savoir-faire en novembre dernier. Donc c'était vachement chouette en fait de poursuivre la rencontre Mhm. un peu IRL, in real life. Et donc c'est exactement comme toi, ouais, c'est des rencontres qui sont vachement sympas et oui, c'est beaucoup d'admiration et c'est ouais, ouais, non mais en fait je voilà, tu as résumé ce que je pensais. Je l'avais pas formulé comme ça, intellectualisé comme ça, mais c'est ça, ouais. C'est ouais, c'est génial. Ouais, ouais, et puis c'est super de pouvoir mener des projets à bien aussi. C'est surtout ça, c'est le côté euh, ok, t'as la rencontre, mais t'as aussi le côté, comment dire ça? T'as aussi ce côté où tu crées à partir de la rencontre. Et du coup, moi, Ouais. ce que j'adore dans mon métier, c'est de réussir à en fait accompagner et à faire s'épanouir des talents en fait de Tatiana, enfin ma boss, enfin ma N+1. Elle dit souvent qu'on est des accoucheuses et je trouve que cette image elle est très belle. Non mais c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Tu, tu aides à la gestation et à l'accouchement et en fait l'accompagnement dans la création, je trouve ça fabuleux. Ouais, ouais. Et alors est-ce que toi ça te donnerait envie d'avoir aussi ton propre livre publié? Oh là là. Euh, bah après, moi, je fais pas de la couture à un niveau comme elle. Et après, je pense que c'est pas le même métier. Tu vois, on parlait de la littérature tout à l'heure, où en fait, on a souvent donc, cette image de l'éditeur qui lit pas les manuscrits et un peu hautain. Ouais, Et aussi cette image de l'éditeur qui est un auteur raté. oui, c'est vrai. Et en fait, moi, pour le coup, je suis éditrice, mais je suis pas auteur. C'est pas le même métier. Ouais, c'est pas le même métier, donc pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, là, comme ça, je sais pas trop ce que j'aurais à dire. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Après, sans doute que si enfin, si on me donnait une thématique ou quelque chose sur quoi écrire, je dirais, ah, mais j'ai plein d'idées et on peut faire plein de choses. Mais en fait, en soi, je suis plus éditrice qu'autrice. Ouais, Et ouais. ça, c'est... Et ça te va bien comme ça. Oui. Après, je réécris beaucoup de choses dans les livres. Donc il y a déjà un peu ta patte, un peu pas. Oui, oui, il y en a certains qui sont très, très réécrits. Mais bon. Et- Ok, bah c'est le jeu. Bon. Oui, oui, mais c'est pas ma vocation. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et alors, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te rend fier dans tout ça, dans ton métier? Parce qu'on a parlé beaucoup de ton métier, évidemment. Ce qui me rend fière, euh, ça va paraître hyper cucu, hein. Vas-y, vas-y. Je préviens tout de suite. Bah, en fait, c'est de rendre les gens heureux. Euh, je t'avais dit que ça allait être cucu, hein. Ah, je rigole, tu sais. C'est vrai que c'est cucu, mais en fait, je crois que c'est comme un peu le but ultime de tous les gens, donc c'est vachement cool que tu te dises que tu vas contribuer un peu à leur bonheur et au fait d'être heureux. C'est vachement sympa. Bah ouais, ouais, parce qu'en fait, quand on reçoit des messages sur les gens, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont super contents des livres et qui les trouvent beaux, etc. Et il y a aussi une notion d'épanouissement personnel, tu sais. Ouais, En ouais, faisant ouais. avec les mains, il y a Ah, il y c'est a beaucoup de clair. personnes qui arrivent à s'épanouir et qui... alors, tu as beaucoup d'histoires de confiance en soi et pour le côté tu vois, des personnes qui peuvent se dire ah mais moi j'arrive à rien. Et en fait, dès que tu fais quelque chose en loisir créatif, tu te dis ok, bah si en fait j'arrive à faire des choses de mes mains et c'est hyper puissant en fait comme pensée.
Je dirais qu'il y a 2 choses aussi, je trouve, qui sont hyper, positives dans les loisirs créatifs. C'est, 1, le côté, art thérapie. Ouais. Je suis assez persuadée que, du fait que quand on est en train de créer, on est concentré sur sa création, bah, du coup, on peut quand même oublier un petit peu ses problèmes. Alors, Mhm. ça va peut-être pas, hein, c'est pas miraculeux, mais ça peut quand même, peut-être avoir un effet. Moi, je sais que quand je fais de la couture, par exemple, je suis dans un état, enfin, je crois qu'on appelle ça la pleine conscience, mais je me suis rendu Ouais. compte qu'en fait, on m'a demandé, mais est-ce que tu es déjà dans cet état-là? Et je me suis dit, mais en fait, quand je fais de la couture, je crois que je suis dans un état de pleine conscience. C'est fou. Bref, excuse-moi. Et c'est quoi le deuxième truc? Et le deuxième, c'est, le fait d'arriver à prendre du temps pour soi. Mhm. Hem, Tout à l'heure, tu as parlé, d'un terme qui est équilibriste et ça m'a fait penser à un podcast que j'aime énormément, qui s'appelle Les équilibristes et Mhm. en fait, Sandra, elle parle, justement de la conjugaison entre, la vie professionnelle et la vie, personnelle et de dire, ben, on est tous obligés de faire, des choix d'équilibristes et que c'est pas forcément évident et cetera et moi, j'ai l'impression que enfin et dans ces c'est pareil, c'est des conversations entre donc Sandra et souvent des entrepreneurs ou des salariés qui ont des postes à responsabilité, une famille, etc. Mhm. Et donc qui se disent ben, on peut pas forcément avoir tout ou alors c'est très compliqué de prendre du temps pour soi. Et en fait, moi, alors j'ai 2 enfants, j'ai un boulot à plein temps et bon, des responsabilités. Et ben, j'ai pas ce sentiment-là parce que pour moi, j'ai la création en fait. J'ai Mhm. la couture, la carterie, je peins un petit peu, je dessine un tout petit peu, etc. Et du coup, c'est du temps pour moi. Et je prends ce temps, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper enrichissant aussi de ce point de vue-là, les loisirs créatifs. Bah, de se rendre compte que tu peux te prioriser aussi de temps en temps. Ça me fait penser à un truc, alors c'est très terre à terre, mais à Noël, enfin avant Noël, j'ai fait 2 ateliers carterie à mon boulot, en Mhm. petit comité, tu vois, on était, je sais pas, 6 ou 7 à chaque fois. Et en fait, on a pris du plaisir à juste alors moi je créais pas, mais je les guidais, etc. Et ils ont pris du plaisir à créer leurs petites cartes et à passer du temps effectivement à faire quelque chose de leurs mains. Et puis c'était un moment qu'on a partagé ensemble. Et en Mhm. fait, ne serait-ce que ça, c'était très sympa, quoi. Bah oui, complètement. Et puis c'est là où tu te rends compte, mais même toi, quand tu fais des ateliers, que en fait, tu contribues à rendre les gens heureux parce que tu leur as donné des outils et tu les as aidés à la création et à ce qu'ils soient fiers d'eux et à ce qu'ils réussissent quelque chose et à ce que quand ils font ça, ils sont vraiment concentrés, ils sont conscients de leur propre, conscients de leur temps, Ouais. de leur corps. Enfin, c'est Oui, oui. le Et de leur propre l'impact est créativité. vraiment, ouais, exactement. La créativité aussi. Mm. Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment, il faut qu'on milite pour que, alors j'allais dire que dès le plus jeune âge, on puisse faire des loisirs créatifs, mais c'est déjà le cas en fait. Il y a quand même, voilà, en maternelle, un peu moins à la primaire, Ouais, mais en maternelle, bon, c'est aussi parce que ça fait travailler la motricité. Ah, purée. C'est motricité. aussi, c'est aussi parce que ça fait travailler la motricité fine et donc c'est peut-être aussi le bon prétexte, mais c'est chouette quoi de pouvoir faire ça et puis après ça développe des vocations et tu vois toutes les invitées que j'ai eues sur le podcast, elles ont toutes démarré la création quand elles étaient enfants Bah oui. ou ados quoi, voilà. Par exemple les illustratrices, je crois que toutes ont toujours dessiné. Bah, en fait, je pense qu'on est tous des illustrateurs qui ont arrêté à, à 8 ou 9 ans. Alors pas forcément très douées non plus, hein, des fois c'était pas grave Ah, non. d'arrêter. Ah oui, oui, non, mais moi, je pense que le monde se porte beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de dessiner. Non, mais effectivement, c'est assez drôle de voir comment tu peux continuer cette activité-là et comment tu peux aussi la reprendre parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de personnes qui ont commencé une activité quand ils étaient jeunes, jusqu'à 10 ans, et qui l'ont repris après, soit à la fin de l'adolescence, soit dans leur vie d'adulte Ouais, ou vers la trentaine, enfin voilà. c'est ça, ouais, Et, ouais. Moi, j'avais remarqué aussi qu'il y avait des moments dans la vie, justement dans la vie d'adulte, qui faisaient que tu t'y remettais. Je ne sais pas si tu confirmeras, mais ça peut être par exemple lors d'un mariage.
enfin ou de son mariage surtout, et puis aussi à la naissance des enfants. Ben non, c'est souvent les femmes enceintes, en fait. Oui, C'est un ouais, peu le phénomène de nidification, tu sais, c'est vrai, où en fait elles c'est se exactement ça. retrouvent. Déjà, il y a ce côté-là où on a envie de faire pour un peu construire son nid. Je sais pas si le mot est vraiment bien choisi, mais voilà. Si, Et puis si, aussi ouais. le côté où, bah, en fait, très factuellement, on peut être bloqué chez soi pendant quelques temps. Donc, Voilà, on on a du n'a temps pas de et puis bouger. Donc, bon, bah, on a le exactement. temps de le faire et de prendre du temps pour soi. Mais c'est vrai Ouais. que c'est souvent les femmes pendant leur grossesse ou... Parce qu'une fois que le bébé est là, souvent, elles n'ont plus le temps. Oui, C'est- mais il faut le prendre. Exactement. Les Mais oui, premiers mois, c'est compliqué quand même. ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est super intéressant cette discussion. Alors, on a bien tous noté qu'il faut t'envoyer notre manuscrit, à toi personnellement. Exactement. Si vous voulez. Avec plaisir. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que, enfin, j'imagine que ça aura éclairé plein de personnes, enfin, j'espère. Bah, vous nous direz d'ailleurs sur Instagram, hein, sur la publication que je vais faire pour le post, pour l'épisode, vous nous direz si ça vous a, si ces questions vous vous les posiez aussi. Écoute, merci beaucoup Mélanie d'avoir pris le temps. Alors déjà de m'avoir sollicité parce que alors toi tu as flatté mon ego. Avec plaisir. Et donc voilà, bah, j'ai hâte de partager l'épisode pour qu'on puisse poursuivre la discussion avec les personnes qui écoutent le podcast. Donc on te retrouve sur ton compte si on veut suivre justement tout ce que tu partages à moitié perso avec les coutures que tu fais pour toi et puis ton travail d'éditrice. Donc c'est directement c'est Mélanie _ Jean de mémoire. Je crois qu'il y a même 2 underscores parce que le juste underscore était déjà pris. Ça doit être Mélanie _ Jean. Voilà. Ça marche. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Du coup, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager un petit bout de mon métier et du travail de titan qu'on fait avec les auteurs. Ouais, c'était génial. J'ai adoré. Donc, Moi aussi. bon, et bah super. Bah, écoute, merci beaucoup Mélanie. À très vite. À très vite. Me revoici. Alors, pour retrouver Mélanie, je vous donne donc rendez-vous sur son compte Instagram, tout simplement @Mélanie _ Jean. Les underscores, c'est les tirés du 8. De mon côté, venez me faire un petit coucou sur le compte Instagram du podcast, @podcast _ fait _ main. J'aime y poursuivre les échanges et je partage avec vous les comptes que j'aime. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous découvrez le podcast, vous en avez 18 autres à écouter. Et si vous le pouvez, prenez quelques secondes pour me laisser une note sur Apple Podcast ou iTunes. Ça m'aidera énormément à faire découvrir le podcast à une communauté plus large. N'hésitez pas à partager également via une story sur Instagram, c'est génial aussi. J'aime particulièrement savoir que vous écoutez le podcast pendant vos sessions créatives. Sachez également que vous pouvez écouter les épisodes sur la chaîne YouTube du podcast. N'hésitez pas à vous y abonner, à liker et à commenter les épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.